Donc vous voyez, le monde rural, c'est une histoire de relation entre les hommes et la nature. Mais une histoire qui est aujourd'hui marquée par quoi? Marquée par la survie et la protection. On protège quoi? On protège un espace naturel, espace agricole. On protège un patrimoine rural. C'est vrai que les zones rurales, les territoires ruraux, quand on les observe aujourd'hui, on voit des territoires qui sont plutôt sur la défensive. Alors, les contextes sont particuliers, c'est vrai. Le territoire rural est un territoire particulier, fait essentiellement d'espaces naturels. Mais si aussi on le verra, un espace à parcourir, un espace très fragmenté, très fragmenté. Dès 1921, vous aviez plus la moitié des communes rurales qui n'avaient pas 400 habitants. La France est 36 000 communes. Donc oui, on a un territoire très fragmenté avec des distances à parcourir. Et on verra aussi que la ruralité, on peut aussi l'observer au travers de distances à parcourir. Alors, aujourd'hui, il y a quand même une permanence d'une économie rurale. Elle existe toujours, l'économie rurale. Elle est sur la défensive. Les fonctions de l'économie rurale aujourd'hui, on peut en observer trois. Une fonction productive, elle est quasiment exclusivement agricole. Une fonction résidentielle et une fonction récréative. Voilà aujourd'hui les trois fonctions de l'espace rural. Trois fonctions qui sont en situation de concurrence dans l'occupation de l'espace. Mais il faudrait aussi que ces fonctions, compte tenu des activités qu'elles génèrent, soient en situation de complémentarité. Alors, moi, voyez-vous, lorsque j'observe l'espace rural, compte tenu de son passé, compte tenu de ce que j'ai pu essayer de vous présenter je dirais en quelques minutes, on a un espace rural qui doit aujourd'hui relever plusieurs défis. J'en vois quatre. Tout d'abord, un défi territorial. Je crois très sincèrement qu'il faudra un jour redessiner la carte des départements français. Nous sommes en pleine réforme territoriale, mais on était, à mon sens, plus dans le cadre d'une réforme territoriale qui relevait d'un ajustement. C'est un peu comme on fait de la cuisine d'ajustement ou d'assemblage, où on assemble. Et bien là, c'est un peu la même chose. Les territoires ruraux doivent être redessinés. Vous savez qu'en 1789, lorsqu'on décide les territoires de France, quand on décide les départements français, à la base, on avait même pu imaginer de dessiner des carrés avec 9 lieues de côté. Et puis finalement, on avait opté pour un autre dessin avec une préfecture à une journée de cheval de cette préfecture. On est toujours sur la journée de cheval depuis 1789. Moi, j'habite Montpellier, je travaille à Millau. On est à 3 heures, 3 heures et demie de Paris. Par avion, on est à 1 heure de Paris. Donc, vous voyez que la journée de cheval, je suis plus près de Paris en avion que de Montpellier ou de Millau. Elle est là, la réalité. Donc, je crois qu'il y a aussi un défi politique. Il y a un défi politique. Politiquement, la République a eu besoin des ruraux. Aujourd'hui, les ruraux ont besoin de la République. La discrimination, elle doit aussi être positive. Donc oui, il y a un défi territorial à relever. Il y a un défi qui implique du courage, mais qui implique inévitablement une redéfinition. Et cette redéfinition est importante parce que ça va permettre de faire apparaître un certain nombre de vérités. Il y a des territoires qui sont plutôt urbains,
qui dépendent plutôt d'une métropole, et d'autres des territoires qui sont davantage ruraux. Prenez le département de l'Hérault, que je connais un peu également, sur un peu plus de 300 communes, vous avez un peu plus d'une centaine de communes qui relèvent de la métropole montpelliéraine. C'est-à-dire qu'en gros, un tiers du département de l'Hérault relève de la métropole montpelliéraine. Donc oui, il y aura très certainement aussi là, je pense, il faudra à un moment donné redessiner la carte des départements. Donc oui, il y a un défi territorial. Il y a un défi aussi innovation. Les départements ruraux doivent retrouver la pluriactivité. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le télétravail peut permettre un certain nombre d'activités sur nos territoires ruraux. Nous ne devons pas non plus nous inscrire dans une relation de dépendance excessive vis-à-vis de l'agriculture. L'agriculture, c'est notre force, mais on doit retrouver une certaine pluriactivité. On doit aussi être capable de dégager de la valeur ajoutée. Et on a les outils modernes pour pouvoir aussi, sur nos zones, dégager de la valeur ajoutée avec un certain nombre d'activités. Donc ça, c'est un véritable défi. Il faut oser aussi le défi de l'innovation. Nous avons un autre défi, celui de la mobilité. Je vous ai indiqué qu'un territoire rural, c'était un territoire avec des distances à parcourir. Avec la ruralité et mobilité, nous sommes au cœur d'un véritable défi. Mais pas un défi qui doit se traduire par plus d'imposition. Hier, j'ai fait une intervention avec les autocaristes d'Occitanie. Et j'ai fait une intervention sur mobilité, justement, et ruralité. Il y avait à côté de moi, donc, le directeur des affaires, le directeur transport, donc, de la région Occitanie. Et juste avant, il y avait aussi une intervention du vice-président transport de la région Occitanie. Je leur ai posé la question, je voulais le savoir. Ils m'ont répondu à la question, oui, on peut s'attendre à une nouvelle écotaxe. Une nouvelle écotaxe au sein de la région Occitanie, mais je suppose qu'on va la voir appliquée un petit peu dans tous les territoires de France, mais pour tous les usagers, sur les routes non concédées. Ça veut dire que nos territoires ruraux, ce n'est pas une écotaxe, ça va être une taxe anti-mobilité. Une taxe anti-mobilité, c'est-à-dire que nos anciens, la République, elle avait pu comprendre qu'effectivement, dès la Troisième République, pour favoriser le commerce, favoriser les échanges, on avait supprimé les taxes, on avait supprimé tout ce qui est représenté un obstacle aux échanges. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, sur nos territoires ruraux, on va renouveler tout cela avec de nouveau des portiques. Et quand on prendra l'autoroute A75 entre Montpellier et Millau, à la fin du mois, je vais recevoir toujours ma petite note. Monsieur, vous avez fait tant de kilomètres, tant de ceci, tant de cela. Voilà la facture, elle sera pour vous. Donc ça, à mon avis, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Donc oui, il y a un défi de la mobilité. Il y a un défi de la mobilité de relever, et puis un défi qui s'inscrit encore, vous le voyez, dans une fracture ville-campagne, parce que qu'est-ce qui dicte tout cela au monde rural? C'est encore le monde urbain qui, lui, a une véritable alternative de déplacement. Quand on est sur Montpellier, quand on est à Paris, quand on est à Toulouse, pour aller d'un point ou à un autre, on prend le tramway, on prend le métro. À la campagne, vous avez des routes et on n'a pas souvent d'alternative en termes de transport. Donc avec la mobilité, nous sommes au cœur d'un vrai défi, un défi à relever pour faire en sorte que la ruralité ne soit pas qu'un simple concept. Et enfin, il y a un quatrième défi, c'est le nôtre, ici dans les locaux du Conservatoire national des arts et métiers, c'est le défi de la connaissance. Le défi de la connaissance, le défi du savoir, c'est porter le savoir au cœur de tous les départements. Monsieur l'administrateur général vous a présenté le Conservatoire national des arts et métiers. 1794, l'abbé Grégoire fonde le Conservatoire national des arts et métiers. Voilà. Éclairer l'ignorance qui ne connaît pas et la pauvreté qui n'a pas les moyens de connaître. Pour tous et partout. Au CNAM de Millau, c'est ce que nous essayons de faire. Et je crois que c'est important. La connaissance, le savoir,
C'est par le savoir qu'on gagne le défi de l'innovation. C'est par le savoir que l'on gagne tout ça. C'est par le savoir qu'on augmente en productivité. Donc oui, avec le savoir, on est au cœur, là aussi, d'un certain nombre de défis. Et c'est vrai que le Conservatoire national des arts et métiers a cette possibilité, il a cette flexibilité. Nous autres, à Millau, nous œuvrons, je crois, dans le développement du capital humain, le développement de la connaissance. C'est un élément très important. Et nous pouvons partager cette connaissance avec un certain nombre d'universités. C'est vrai que nous avons cette souplesse, cette flexibilité que l'université ne peut pas avoir. À Millau, nous avons un esprit de commando. Nous sommes des têtes de pont. Et tant que nous gagnerons, et tant que nous conserverons cet esprit de commando, nous gagnerons. Ça, c'est important. Et c'est vrai que l'université n'a pas la même structure. Donc, dans des villes de 25 000 habitants, essentiellement rurales, le Conservatoire national des arts et métiers a, je dirais, toutes les possibilités, toutes les compétences, toute la rigueur, toute son histoire pour aller là où les autres ne vont pas. Et c'est vrai qu'avec la connaissance, on sait qu'il y a un joli défi à relever. Vous voyez, les défis sont nombreux. Restons optimistes. Ayons quand même à l'esprit cette citation de Talleyrand qui disait « Lorsqu'une situation devient urgente, il est déjà trop tard ». Alors, essayons de faire en sorte qu'il ne soit pas urgent. Essayons de faire en sorte de donner vie à tous ces projets. Et moi, personnellement, je préférerais terminer cette intervention par une réflexion concernant un pédagogue et un poète indien, Rabindranath Tagore, mi-19e, mi-20e siècle. Eh bien, lui, il voyait le développement de l'enseignement scolaire, de l'enseignement universitaire, et il voyait que cet enseignement-là ne devait pas être dissocié de ses racines rurales. Je crois que l'avenir de la France, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Et la ruralité, c'est les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Alors, on a un petit micro, je crois, par ici. Voilà, on a un micro. Et puis, on peut entamer aussi quelques échanges. Et c'est avec grand plaisir que je vais répondre à vos questions. Mais voilà, voilà, le micro. Et puis, deux micros. Voilà. 3 micros. Toutes mes félicitations pour cet exposé très brillant. La ruralité, je pense qu'avec la révolution numérique, a aussi un développement possible et fort. Parce qu'en fait, cette 4e révolution industrielle, si on peut l'exprimer ainsi, après celle de 1810, 1860 et 1920, je crois que les grands centres industriels, aujourd'hui, peuvent être facilement dépassés par des toutes petites structures, par des gens qui prennent des risques, puisque lorsqu'on innove, l'échec peut être là. Le mode de financement de l'échec ne peut pas être assuré par les banques. Le coefficient d'échec étant tellement important que les banques, c'est pas leur devoir et c'est pas leur job. Par contre, les fonds, aujourd'hui, risquent, se multiplient. Et puis, il y a les crédits interentreprises. Et je pense que pour la ruralité, elle peut très bien avoir un développement économique sur la base de la création, de l'innovation, et permettre aux ruraux, en fait, de devenir exactement comme des villageois. Mais tout à fait. D'ailleurs, c'était le sens de mon propos lorsqu'il s'agissait de relever un certain nombre de défis, notamment le défi d'innovation. Et il est certain que les nouvelles technologies, information, communication et la révolution numérique, à mon avis, on a là un facteur clé, en tout cas, de succès potentiel pour ces petits territoires, à condition là aussi, et notamment je pense au télétravail, mais je crois qu'il y a une volonté de développer le télétravail en France,
à condition aussi de faire évoluer la législation en matière de télétravail. Voilà. Mais de belles perspectives en tout cas, à condition d'associer l'innovation à la connaissance et au savoir. Voilà. Bien entendu. Bien évidemment. Monsieur ? Oui, à la lumière de l'actualité, notamment par rapport au Congrès des maires, où on a opposé aussi les maires ruraux par rapport aux maires des grandes villes, remonter à la Révolution où les Jacobins ont imposé les communes telles qu'elles sont à l'heure actuelle, les 36 000, en les calant sur les paroisses. Si à l'époque, les Jacobins n'avaient pas eu raison et obtenu cette répartition, ce calage, l'histoire en aurait été-elle modifiée? Peut-être. Moi, est-ce que l'histoire aurait été modifiée si les Jacobins avaient agi différemment? Moi, vois-tu, on peut se tutoyer, on se connaît. Je ne suis pas sûr que... Je crois très sincèrement que les 36 000 communes ont répondu à cette spécificité française, quoi. On ne les a pas créées par volonté de créer des communes. Je crois que c'est bien le produit d'un État que l'on a rencontré en France et qui était un État rural. La France est un pays agricole. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Ça a été un pays agricole jusqu'en 1918. Dans l'esprit, c'est resté un pays très imprégné d'agriculture et de ruralité jusque dans les années 60. Jusque dans les années 60. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que la décentralisation telle qu'elle apparaît aujourd'hui soit inscrite dans l'ADN de la France. L'ADN de la France, me semble-t-il, c'est quelque chose de très particulier qui implique à la fois un pouvoir central fort, mais une périphérie également, au travers de ces 36 000 communes. Alors, pas indépendante, parce que sinon on tomberait dans une sorte de centralisation, mais il y a une certaine autonomie. Moi, je ne crois pas à la décentralisation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas dans l'ADN de la France. Et d'ailleurs, encore une fois, hier, il me semble qu'au travers de la réforme que l'on a pu observer, on est sur des modèles qui engendrent énormément de dépenses et très certainement assez peu de recettes et de bienfaits. Donc je crois qu'on évolue entre Jacobins et Girondins, mais en fait c'était ça aussi la Révolution française, quoi. Voilà, c'était cet équilibre entre le jacobinisme qui impulsait, le jacobinisme qui a fait la France, mais une certaine forme aussi d'autonomie capable d'être portée par les communes de France. Donc au fond, je crois que la France, elle s'observe plus au travers de ses communes qu'au travers de ses régions. En tout cas, c'est la France de la République pour moi. Vous avez notamment dit qu'un des grands défis serait redessiner les territoires. Pour vous, quelle serait la pertinence d'un territoire redessiné de manière intelligente? Qu'est-ce qui ne vous convient pas et qu'est-ce que vous aimeriez, voilà, de manière intelligente? Comment vous redessineriez le territoire et qu'est-ce qui ferait sa pertinence? Comme je viens de vous l'indiquer, je crois que la France, effectivement, c'est plus une France de communes qu'une France de régions.
Donc l'idée qui consistait à dire plus le territoire est grand, plus le territoire est puissant, et au fond c'est un petit peu comme ça qu'on me vend la région Occitanie en disant l'Occitanie c'est 5 millions d'habitants, c'est l'équivalent d'un pays européen. Au fond, si on reste sur ce principe-là, eh bien, on n'a qu'à partager la France en 4 et encore on aura des régions plus puissantes. Et puis peut-être la partager en 2 et on aura des régions ultra puissantes et puis on supprime les régions et on n'aura qu'une région, c'est la France, et là on sera effectivement très puissant. Moi je crois qu'au contraire, il y a inévitablement trop de départements, ça c'est clair. Mais il n'y a peut-être pas assez de régions. Ou en tout cas, si, à mon sens, j'aurais plutôt supprimé les régions et j'aurais fait de plus grands départements. De plus grands départements avec une autre façon de concevoir le découpage, faisant peut-être apparaître davantage de territoires ruraux plus vastes, des territoires urbains plus concentrés, n'ayant pas besoin d'ailleurs de ruraux. Mais tout cela inscrit quand même dans une démarche très nationale, très nationale. Voilà. Donc oui, des territoires ruraux plus vastes, pour être très clair, si je prends par exemple le département de l'Aveyron, inévitablement, il y a une partie qui regarde du côté de Toulouse, une partie qui regarde du côté de Montpellier. Et même quand je prends le nord de l'Aveyron, il y en a une qui basculerait peut-être même plus tôt du côté du Cantal. Donc on pourrait comme ça assez facilement observer une carte de France avec des départements plus importants. Je prends aussi le département de l'Aude. Inévitablement, vous avez une partie qui regarde du côté de la Méditerranée et qui est très ancrée sur Montpellier, et puis vous avez une autre partie qui regarde plutôt du côté de Toulouse. Donc là aussi, ce sont des évidences que tout le monde connaît, que tout le monde partage, mais peut-être que personne n'ose mettre sur un coin de table. Donc je crois qu'on s'arc-boute derrière des traditions qui n'en sont pas. Puisque au fond, 1789, lorsqu'on redessine des territoires, lorsqu'on dessine des départements, il n'y a aucune tradition derrière les départements qui ont été dessinés en 1789. Et donc, il n'y a pas de raison de s'arc-bouter sur ce qui a été fait en 1789 au motif que l'échelle retenue, la référence retenue, c'était la journée à cheval, quoi. Voilà. Ça peut faire sourire, notamment à l'ère du numérique. Donc je crois qu'il y a des départements ruraux que l'on doit renforcer, qui ont besoin de la République, parce que dans le même temps, vous avez des villes, vous avez des grandes métropoles qui peuvent s'assurer elles-mêmes. Quand on voit la région Occitanie, inévitablement, Toulouse et Montpellier n'ont pas besoin de la région Occitanie pour se développer. Voilà. Le budget de Toulouse, la métropole toulousaine, plus le budget de la métropole montpelliéraine, à quelque chose près, c'est le budget de la région Occitanie. Donc la région Occitanie, son job c'est quoi? C'est plutôt d'aider des départements ruraux, voilà, mais d'aider réellement des départements ruraux. Voilà. Ceci dit, je ne suis pas persuadé que ça se fera de la sorte. Moi, il me semble qu'on aurait pu imaginer des départements avec l'équivalent de peut-être 3 départements actuels, voilà, plus grands départements. Bonsoir, et moi aussi je suis admiratif devant votre conférence, tant dans la forme que dans le fond. Je voudrais vous poser une question au niveau de la ruralité, parce qu'on a tous ici plutôt présent la ruralité dans l'Aveyron ou dans les départements voisins, disons moi je dirais plutôt en Midi-Pyrénées, mais est-ce que les traits de cette ruralité que vous avez donnés, on les a retrouvés dans l'Ouest, qui a quand même une agriculture totalement différente, dans le nord de la France ou dans l'Est, et puis on perçoit quand même que dans certaines régions, je donne par exemple un exemple comme la Vendée, en plein milieu rural, on trouve quand même un maintien de beaucoup de petites industries qui sont toujours extrêmement vivantes. On a retrouvé ça aussi en Savoie, peut-être maintenant avec un certain déclin, mais il y a quand même des départements ruraux qui ont su maintenir une activité industrielle
relativement importante et assez pertinente. Alors, votre remarque est très pertinente dans la mesure où il y a un fond commun en termes de valeurs, même si, quand on observe la France rurale, l'hétérogénéité existe. J'en veux pour preuve, et je vous l'ai dit notamment au XIXe siècle, lors du coup d'État de Napoléon III, vous avez une France rurale qui va s'opposer à Napoléon III. Vous avez une France rurale qui est républicaine, elle n'est pas majoritaire. Vous avez une France rurale qui est bonapartiste. Vous avez une France rurale qui est monarchiste. Vous avez une France rurale qui est plutôt laïque. Vous avez une France rurale dans les Cévennes qui est plutôt protestante, avec un artisanat local qui est relativement fort et qui a été porteur aussi du protestantisme. Vous avez aussi une autre France qui est très concordataire, une autre France qui est même anti-concordataire. Je prends d'ailleurs le département de l'Aveyron. Sur ce même département de l'Aveyron, qui n'est pas si grand que cela non plus, hein, eh bien, coexister, j'oserais dire, plusieurs territoires ruraux. Mais le territoire rural est aussi un territoire très fragmenté, avec différentes identités. Je vous l'ai dit aussi, le propre de la ruralité, c'est le repli sur soi. Donc, à 10 km, on est étranger. À 10 km, sortir de son village, c'est un étranger. L'étranger, c'est le village d'en face. Donc, c'est ça aussi la ruralité. Et c'est vrai que dans l'Aveyron, il existait notamment au moment du Concordat une frange non négligeable du territoire qui était violemment anti-concordataire. Donc, vous aviez à la fois deux églises sur finalement un assez petit département. Donc, tout ça pour dire que, et la Bretagne que vous citez, est aussi un cas un peu à part quand même, une région à la fois très traditionnelle, très conservatrice, et lorsque vous évoquiez la petite industrie, on est aussi sur une industrie qui tourne autour de l'agriculture quand même, hein, une industrie agroalimentaire forte, mais avec une identité qui reste très, très prégnante. L'identité bretonne, elle est bien réelle et elle témoigne, si besoin est, de ce qu'est aussi un département rural. C'est-à-dire que la ruralité bretonne, c'est pas non plus Rennes, c'est pas Brest. Il y a les grandes villes et il y a aussi ce qui se passe au sein des territoires ruraux. Donc c'est vrai qu'il y a des valeurs, les valeurs en rapport avec la terre, le travail, la fidélité, ce sont des valeurs qui semblent être partagées par toute la communauté rurale. Mais il n'en demeure pas moins qu'on reste en présence d'un monde très hétérogène, un monde qui s'oppose, un monde qui est violent et un monde qui se replie souvent sur lui-même. Voilà. Et un monde qui a souvent été d'ailleurs en opposition avec le pouvoir, voilà, hein, mais parfois active, comme en Bretagne, parfois une opposition passive, comme souvent dans le reste de la France, quoi. Mais les relations entre le monde rural et le monde politique ont toujours quand même été des relations difficiles, et ces derniers temps, depuis les années 60, on observe ces relations essentiellement au travers des actions syndicales, et les relations entre les syndicats et le monde politique sont des relations qui sont d'une grande complexité, notamment syndicats agricoles. Je voudrais revenir sur cette notion de ruralité. On a l'impression donc qu'il y a une approche quasi idéale typique, c'est-à-dire on néglige l'évolution de la ruralité. Je m'explique.
l'espace géographique qui a été découpé à l'issue pour faire des départements, bon, mais l'espace géographique de l'Aveyron, aux origines, c'est-à-dire 1000 ans avant l'ère chrétienne, par exemple, qu'est-ce qui définissait la ruralité? C'était un terroir. Un terroir, c'est des hommes et un espace géographique qu'ils mettent en exploitation, dont ils tirent les moyens de subsistance. Et on a vu d'ailleurs, parce qu'à un moment donné de votre exposé, vous avez bien noté la ruralité et les formes de ruralité. La ruralité est quelque chose qui est en évolution. Et donc la question que je souhaiterais vous poser, c'est comment vous concevez cet aspect culturel qui est inhérent à la ruralité et comment une approche de type, pour ancrer ça sur l'actualité, l'identité, le souhait identitaire catalan, qui n'a strictement rien à voir, bien entendu, mais qui, il y a 15 ans, personne n'aurait mis un copec là-dessus. Comment vous envisagez cet aspect culturel qui pourrait s'adapter avec d'autres types de découpage? Tout découpage a une part d'arbitraire. Je pense que celui qui va vouloir redécouper les départements, il va avoir du boulot. Hein. Ça, il va pas être populaire et puis ça va être très complexe. Donc, comment vous voyez cet aspect d'évolution entre ruralité, parce que vous avez bien indiqué les racines anti-modernes de la ruralité, en parlant des épisodes de Vichy, en parlant de Le Roi Ladurie, mais enfin le fils a fait des... Oui. Voilà, oui, le père. Mais le fils a fait des travaux tout à fait contraires. Si on prend la sociologie abordée par Mandras, c'est également différent. Enfin, j'abrège ma question, mais comment ces aspects culturels qui émergent pour des raisons difficilement explicables, parce que le dernier point que je voulais évoquer, c'est qu'une nouvelle organisation rurale, s'il y a un système politique différent, par exemple en Allemagne, c'est totalement différent. Les Länder, donc on peut redécouper, mais les questions qui se posent dans la ruralité française ne se posent que parce qu'il y a un découpage jacobin et qui a sa légitimité. Voilà. Oui, non mais... Quand je travaille sur cette thématique, effectivement, je me suis aussi posé la question, est-ce qu'il y a encore des ruraux en France ? Parce que, d'abord, vous avez 85% des Français qui habitent dans des zones urbaines. Donc ça aussi, c'est une réalité. Voilà. Quand on habite Millau, on se définit comment ? Bon, on est urbain, disons qu'on est un urbain qui habite sur un territoire rural, même si on a des réflexes urbains. J'ai quand même indiqué qu'à partir au lendemain de 1918, la ville fait son apparition dans les campagnes, c'est-à-dire que les loisirs ne sont plus... Le loisir traditionnel laisse la place à des loisirs urbains. Quand on parle aujourd'hui de folklore, on a le folklore du 19e siècle. Il est rare d'ailleurs de remonter au folklore du 14e ou 15e ou 16e siècle. C'est-à-dire qu'on a aussi contribué à inscrire le village dans un mythe, sorte de musée vivant. D'ailleurs, à partir de 1930, les musées du terroir vont fleurir. Donc quand on voit apparaître des musées, c'est jamais bon signe. En ce qui concerne la notion identitaire, elle est réelle. Elle est réelle. Mais je crois que, et à mon sens, c'est à la fois notre débat et c'est en même temps le débat. C'est-à-dire que ça s'inscrit aussi en opposition, à mon sens, à la mondialisation. C'est-à-dire que le mieux étant l'ennemi du bien, on est sur un excès entraîne un autre excès. Effectivement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous évoquiez l'indépendance possible de la Catalogne, absurdité, pas absurdité, c'est bien, c'est pas bien. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça je suis pas très favorable. Mais indépendamment de ça, il y a quand même un fait, c'est-à-dire qu'il y a une poussée. Voilà, il y a une poussée nationaliste, identitaire, qui intervient sur un territoire. Et c'est vrai que, on peut imaginer sur d'autres territoires français,
qui sont aussi des territoires ruraux, avoir une même poussée identitaire. Parce que derrière un territoire rural, inévitablement, il y a une forme de culture. Même si la culture rurale en soi, elle reste quand même très limitée. La culture rurale, c'est une culture qui repose davantage sur des valeurs. C'est des valeurs que l'on transmet. Je te transmets du travail, je te transmets l'amour de la terre, une terre qui est riche en émotions, qui est un symbole d'appartenance à un point tel d'ailleurs que, et ça a été aussi une des causes d'une grande faiblesse d'ailleurs de la production et de agricole française, c'est que nos agriculteurs ou nos ruraux français investissaient davantage dans l'achat de terre que dans les équipements. Et donc, on a mis un peu de temps à être productif. C'est dire si on a un modèle quand même qui est finalement très particulier. Donc, l'identité, la culture et la ruralité, je ne suis pas sûr, en tout cas, que l'on puisse définir un territoire rural sur la base d'une identité. À mon sens, d'ailleurs, ce serait une erreur. C'est-à-dire bâtir une identité sur un territoire rural. Moi, je crois que la ruralité, vous l'avez indiqué, un territoire rural, c'est un espace géographique dominé par des hommes, ayant une histoire, mais une histoire chronologique aussi, pas une histoire forcément identitaire, une histoire qui s'inscrit dans le temps avec des relations plus ou moins marquées, plus ou moins difficiles entre l'homme et la nature. Voilà, ça c'est plutôt ma réponse. Je ne suis pas sûr qu'il y a une forte identité, même s'il y a des patois locaux, il y a des langues. Et c'est pas nous sommes ici dans l'amphithéâtre Abbé Grégoire, qui a été le révolutionnaire qui a signé la charte de la suppression des langues régionales. Donc, si je parle ici d'unité linguistique et d'unité nationale, je sais que s'il m'entend, il doit être fier de ce que je lui dis. En tout cas, il ne va pas me jeter un mauvais sort. Voilà. Donc oui, l'identité régionale, territoriale au travers de ces langues, en tout cas, ça peut se concevoir. C'est une forme d'identité, ça c'est clair. Il y a un certain nombre de revendications. Je ne suis pas sûr que ça rentre dans la lignée non plus de la République. Je crois que la République et les territoires ruraux peuvent faire bon ménage. Est-ce que maintenant on peut redessiner les territoires ruraux uniquement sur la base d'une identité linguistique? Je crois que c'est danger pour la République et pour l'unité nationale. Monsieur Cuturello. Benoît. Non, mais c'est bien parce qu'après c'est enregistré. Bon, moi je suis quelqu'un d'urbain, mais quand même, quand j'ouvre ma fenêtre, je vois le viaduc de Millau, mais je vois aussi 2 fermes qui sont à 500 mètres de chez moi, où il y a à peu près 500 ou 600 brebis. Donc j'estime que la ruralité est vraiment à mes portes. Mais moi, la question que je voulais vous poser, c'est que je pense que la ruralité subit des attaques depuis quelques années de la part de nos gouvernants. J'en vois pour exemple la suppression par exemple des tribunaux dans certaines villes. J'en vois la suppression des maternités dans plein de villes dans l'Aveyron. J'en vois aussi le problème d'hôpitaux qui se débattent dans le Sud-Aveyron pour arriver à se maintenir et à recruter des médecins. Et pour preuve également, vous avez vu un petit peu ce qui se passe actuellement pour les subventions des mairies qui sont diminuées de façon drastique. Donc ça met en jeu et ça met en péril également disons, le financement d'associations qui souvent ont un rôle pédagogique, ont un rôle de culture dans les milieux ruraux. Donc moi je pense que le milieu rural est vraiment très très attaqué depuis quelques années. Mais vous avez raison, et dans une précédente conférence, j'avais insisté sur le maintien des services publics en zone rurale.
Et là, aujourd'hui, j'ai insisté sur la notion de discrimination positive. La discrimination positive, c'est éventuellement faire ici ce qu'on ne fait pas là. Et c'est faire ici pourquoi? C'est pour maintenir effectivement un certain nombre de services. Des services qui coûtent, mais des services qui sont obligatoires pour maintenir une population. À partir de là, le choix est d'une grande simplicité. Si on laisse les choses aller sans rien faire, c'est l'équilibre traditionnel de la France qui est mis en danger. Et dans ce cas, il est évident que les gens vont aller dans les métropoles. Parce que c'est la métropole qui, de par la proximité au loisir, la proximité à la santé, la proximité à tous les services, eh bien, elle arrivera à concentrer pratiquement tous les habitants et les effets d'urbanisation aidant, c'est la ruine de la France entière. Donc, la ruralité, telle que je la présente aussi, ça s'inscrit dans une volonté. Vous aviez d'ailleurs un économiste rural, Auger Larribé, qui disait « La politique, c'est une volonté ». C'est une volonté d'aller aussi dans ce sens. C'est une volonté de maintenir, d'éviter les déserts médicaux. Il faut une volonté pour maintenir un certain nombre de services en zone rurale. C'est une volonté. À partir de là, la chose elle est d'une grande simplicité. Si on rentre dans une rationalisation des choix budgétaires avec la ville qui concentre tout et les campagnes qui n'ont rien, je le disais dans mes propos, si la République sera la République des paysans au sens où la République elle a eu besoin des paysans pour gagner 14-18, elle a eu besoin des paysans et de la France rurale pour asseoir son régime, aujourd'hui, la France rurale, mais quand je dis la France rurale, c'est aussi la France qui a besoin de cette ruralité pour continuer à être la France. Quand j'ai voulu terminer mes propos par cette réflexion du pédagogue indien qui part du principe qu'il n'est pas possible de dissocier ou d'oublier dans un enseignement scolaire, un enseignement universitaire, les racines rurales d'un pays. Elle est là aussi la réalité, mais encore une fois, c'est une volonté. Nous, à Millau, c'est vrai qu'un étudiant à Millau, lorsque je vais voir le conseil régional, il va coûter plus cher qu'en ville. Et je leur dis, et alors? Oui, il coûte plus cher qu'en ville. Relativement parlant, il coûte plus cher qu'en ville. Parce que l'enveloppe totale que vous consacrez pour nos étudiants en Millau, mais c'est une goutte d'eau par rapport à l'enveloppe globale que vous consacrez aux étudiants, aux 60 000 ou 70 000 ou 80 000 étudiants qui sont à Montpellier, ou 60 000 ou 80 000 étudiants de Toulousain. On est sur une goutte d'eau. Que représentent les 25 ou 50 étudiants en Millau? Eh bien, pour ces 50 étudiants en Millau, on va me sortir une comptabilité analytique en me prouvant par A plus B qu'on coûte cher. Et alors? C'est l'équilibre de la France dont on parle. Et alors? La vie d'un soldat de 14-18 quand il est mort à la guerre, on n'a pas été là pour se préoccuper de savoir s'il coûtait cher ou s'il coûtait pas cher, ou quelle était la vie d'un soldat rural et quelle était la vie d'un soldat urbain. Quand on se promène dans les quatre coins de France et qu'on observe et qu'on lit sur les monuments aux morts dans des villages qui font moins de 400 habitants, vous en avez peut-être 50 inscrits sur le monument aux morts, à ce moment-là, il n'était pas question de savoir s'il coûtait cher ou s'il coûtait pas cher et on ne faisait pas de rationalité des choix budgétaires et de comptabilité analytique. Donc, la politique, c'est une volonté. C'est une volonté de faire ou de ne pas faire. Ensuite, on demande aux directeurs techniques de faire en sorte de résoudre l'équation et de rationaliser, eux, leur façon de faire. Mais quand on leur parle à eux d'économie, hier j'en ai parlé, il m'a dit « Oh, mais ça c'est de la caricature. » Ah, ça c'est bien, tiens. Donc nous, on doit faire des économies, et quand on leur demande de faire des économies à eux, on est dans la caricature. Voilà. Comme si ce n'est pas faire de la caricature que de dire qu'un étudiant en Millau, il coûte plus cher finalement qu'un étudiant à Montpellier, que dans ces conditions, on doit supprimer l'enseignement supérieur, la formation professionnelle supérieure à Millau. Ça n'a pas lieu d'être. Oui, ça a lieu d'être. Ça a lieu d'être parce qu'on doit maintenir, c'est un véritable défi. Mais c'est à nous nous prendre en charge aussi. Ceci dit, par rapport aux maires de France, il faut aussi faire preuve d'imagination. Il faut faire preuve d'imagination, il faut oser, mais eux aussi sont dans une logique où, à l'image de ce que disait Babeuf, les gouvernements font des révolutions pour gouverner, et pas assez pour le bonheur des peuples. Ça aussi. C'est bien dit, ça. Hein, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Babeuf. Voilà. Que peut être un pays qui perdrait toute sa
ruralité. Un pays urbain. Parce que les communautés, les communes ne sont pas encouragées. Elles sont, on enlève justement tous les pouvoirs publics, tous les services publics, c'est ce que disait monsieur, et il y a un risque. Oui, mais il y a un risque. Mais si la tendance augmente et que, inévitablement, si on commence à, au travers de ce que j'ai entendu hier, une écotaxe, ou alors ils ont changé le mot, on va payer, c'est une taxe infrastructure, voilà, pour payer les infrastructures. Mais non, c'est plus une écotaxe, c'est une taxe pour une redevance infrastructure. Voilà, je dis c'est la même chose, pas tout à fait. Mais enfin, c'est encore dans le jargon, un jargon très institutionnel que je déteste. Mais au fond, vous avez raison. Mais c'est vrai que si on entoure un département rural de taxes, inévitablement, on va tous habiter la ville. Si quand vous sortez de chez vous pour faire 25 ou 30 km, il faut payer, je lui ai indiqué que depuis le XIIIe ou XIVe siècle, on était en lutte un peu contre ça, quoi. Voilà, hein. À l'époque, les seigneurs qui décidaient du droit de ban, 4 août, 10 août, faire les villes à la campagne. Voilà, ben c'est ce qu'on essaie de faire. Mais dans tous les cas de figure, je crois que, et vous avez raison, mais c'est aussi le sens de mon propos, et c'est aussi le sens de la tenue de ce type de conférence ici, dans ces murs, dans cet amphithéâtre. Parce que le Conservatoire national arts et métiers, à l'origine, vous avez ici la loge impériale, Napoléon III. On est au cœur de la révolution industrielle, on est au cœur d'une révolution urbaine, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, le CNAM sait aussi que le savoir, il s'inscrit dans la ruralité. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde arrive à le comprendre et pas sûr non plus que nos élus ruraux, nos élus territoriaux arrivent aussi à comprendre l'importance du capital humain. L'importance du capital humain. Mettre l'homme au cœur du système, dans toute sa dimension. Donc nous aussi, on doit se prendre en main. Encore une question, puis après une deuxième, et puis après on pourra aller boire un peu un vin de Millau. Côte de Millau. Oui, moi j'ai aussi pour la ruralité quelque chose qui m'inquiète. Encore la semaine dernière, il y a une entreprise chinoise qui a acheté 900 hectares dans l'Allier, et c'est la deuxième fois que ça se passe en un an. Et je voulais voir votre avis sur cet achat de terres françaises par des sociétés chinoises. Mais c'est ce qui peut se passer également, je crois, en Pologne, c'est ce qui se passe aussi. Si on encourage les ruraux à venir à la campagne, ils désertent la campagne et vous avez des investisseurs étrangers qui achètent les terres. C'est ce qui se passe en Pologne et c'est ce qui se passe, vous me dites, dans l'Allier, et c'est ce qui peut se passer aux quatre coins de France. Encourageons les ruraux à déserter les campagnes et vous allez avoir les campagnes qui vont revenir dans les capitaux étrangers. On l'a rencontré en Pologne et vous me dites qu'on le rencontre aujourd'hui en France. C'est une conséquence d'une forme d'exode rural. Voilà. La nature ayant horreur du vide, bien évidemment, eh bien, si nulle terre sans seigneur, cette maxime ne s'applique plus, eh bien, nulle terre sans seigneur, elle va encore s'appliquer, mais c'est nulle terre sans capitaux. Jeune homme. Tenez, prenez le micro. Je sais. Vous avez expliqué qu'il y avait de nombreux défis à relever encore, mais concrètement, comment on pourrait réduire les inégalités entre le monde urbain et rural? Les inégalités économiques. Sur le plan économique? Oui. Pour réduire les inégalités, je l'ai plus ou moins indiqué, hein, c'est d'abord maintenir une existence possible au sein du monde rural, une vie sociale possible. Depuis au lendemain de la Première Guerre mondiale, vous avez une vie sociale qui s'étrique. On encourage cette vie sociale à s'étriquer compte tenu de ce que l'on peut observer. On parlait des déserts médicaux, on peut parler des déserts en termes de justice, on parle des déserts en termes de savoir. Derrière tout cela, c'est de la politique. C'est une politique qui doit offrir à ce niveau-là du service public.
Un service public, quel est l'objectif d'un service public? Un service public doit respecter deux conditions, la non-exclusion par les prix et la non-rivalité entre ceux qui vont consommer un service public. Voilà l'obligation de l'État. C'est un service public, ce n'est pas de faire du bénéfice, on paie assez d'impôts. Donc, déjà, la réduction de l'inégalité, ça passe par des discriminations positives. Oui, il faut admettre que si je mets 6 000 € sur un étudiant montpelliérain, je vais en mettre 8 000 sur un étudiant mi-avois. Sauf qu'à Millau, ça va faire 8 fois 50, à Montpellier, ça va faire 6 ou 5 ou même 3 000 fois 80 000. La note, c'est pas la même. Donc à partir de là, ou on accepte ou on n'accepte pas. Et ensuite, dans le cas d'un développement endogène, le territoire, il a les raisons, il a les conditions de réussir. Il a l'intelligence pour réussir. On a une activité. Et compte tenu, là aussi, vous l'avez évoqué, des nouvelles technologies, compte tenu de la révolution numérique, nous avons cette chance au XXIe siècle, dans le cadre de cette 4e révolution industrielle, de pouvoir s'en sortir grâce à cette révolution numérique. Mais encore une fois, donnons-nous la possibilité de porter le capital connaissance. Je vais vous donner un petit exemple. À Millau, ville de 23 000 habitants, le Conservatoire national des arts et métiers nous a donné la possibilité de lancer une formation d'ingénieur. Ingénieur des arts et métiers dans une ville de 23 000 habitants. C'est quand même assez extraordinaire de le constater, ça. Mais quand vous le dites parfois à nos élus locaux, ben oui, voilà. Le CNAM, ben d'accord, ingénieur des arts et métiers, ça paraît normal. Non, c'est pas normal. C'est extraordinaire de pouvoir faire des études d'ingénieur, arts et métiers, regardez les locaux. Faire des études d'ingénieur arts et métiers ici, c'est la même chose que faire des études d'ingénieur arts et métiers à Millau. C'est la même chose, c'est le même diplôme. Le diplôme, il est signé l'administrateur général, M. Olivier Faron, qui nous a fait, je veux dire, la gentillesse de venir ce soir, un vendredi soir, et de venir partager ce moment. C'est dire toute l'importance qu'il accorde au Conservatoire national des métiers à Millau, au CNAM de Millau, et au rôle que nous pouvons jouer au sein même de cette ruralité. Donc nous avons des atouts, mais la République doit faire aussi son travail. Et je ne suis pas en situation de mendiant lorsque je vais à la région, lorsque je vais au département, lorsque je tape à la ville pour leur dire « faites quelque chose pour nous ». Mais faire quelque chose pour nous, c'est faire quelque chose pour eux. On n'est pas des mendiants quand même. On est dans une république, une et indivisible. Voilà. C'est à eux aussi à jouer leur rôle. Ils ont eu besoin de nous, on a été derrière, on a besoin d'eux, c'est eux de faire le premier. C'est aussi à faire ce type de pas. Pour le reste, il y a le circuit économique qui fait le reste. Voilà. Par rapport à la réduction des inégalités, c'est vrai que ça passe par une volonté, tu as tout à fait raison, une volonté en termes d'aménagement du territoire. Et je pense aussi, effectivement, ça passera certainement par un redécoupage. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de rester sur plusieurs siècles de découpage territorial. Ça sera aussi une évolution des relations entre les territoires, hein, avec peut-être une stratégie de flux, justement, entre ville-campagne, entre métropole, ville moyenne. Et là, il y a un exemple qui me vient en tête, j'aime bien le donner à Millau, et ils n'en ont pas, sur un autre sujet, ils n'en ont pas pleinement conscience. En 2011, vous avez l'hôpital de Millau qui s'est adossé au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Alors à l'époque, on entendait des réactions du type « le gros CHU va manger le petit hôpital ». Et là, on est un peu dans la culture de la ruralité, hein, quand on a ce type de réaction. Et pourtant, 5 ans après, vous avez des dizaines de professeurs du CHU de Montpellier, d'assistants spécialistes du CHU de Montpellier, des internes, qui viennent à Millau pour consulter, pour opérer, pour créer de l'activité. Et finalement, ces professionnels développent à Millau une offre de soins très spécialisée, de proximité. Voilà quelque chose d'innovant. C'était innovant à l'époque. Mais ce qui a été fait en termes de santé publique peut se faire en termes d'enseignement supérieur. Et ça se fait
Voilà, donc c'est aussi ça, c'est les relations entre les territoires et puis cette capacité aussi de l'espace rural à innover. Voilà, il faut pas être replié sur soi-même, il faut pas attendre que ça vienne, il faut pas avoir peur de tout ce qui est gros, il faut oser, comme tu dis, voilà, c'est tout. Nous avions avec Benoît, nous avions avec mon président envisagé de venir ici, à Paris, porter le langage de la ruralité. On avait envie de le faire. Parler de la ruralité à Millau, ça semble être une évidence, mais au fond, ça impacte assez peu parce qu'on est tous d'accord. Vous me direz ici, on est tous d'accord aussi. Mais le symbole était fort quand même, de vouloir venir dans la capitale parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui est un sujet en rapport avec l'équilibre de la France. Voilà. Ça nous semble un moment important que l'on souhaitait partager au sein de cet établissement prestigieux dans cet amphithéâtre originel du CNAM, à côté de Napoléon III. Voilà. En tout cas, mille merci. Et puis, nous allons vous inviter à partager. Bon, eh bien alors, écoutez, il était peut-être plus intéressant de faire ce partage, d'établir un partage, de pouvoir discuter. En tout cas, le cœur était là, la fraternité aussi. Mille merci, bon retour et puis vive l'Aveyron. Voilà. Bravo Philippe. Donc Philippe Clarisse, au nom de l'association Aveyronnais d'ici d'ailleurs, va dire un mot. Vas-y. Oui, je voudrais d'abord remercier les intervenants pour votre brillante conférence. Au vu des questions, vous voyez que vous avez intéressé tout le monde. Je remercie M. Bonveille d'avoir participé à cette organisation et bien entendu Benoît,
qui est le maître d'œuvre. La fédération, enfin les Aveyronnais d'Ichier d'ailleurs, a été très content et très satisfait de pouvoir vous aider à réaliser cette réunion. Merci à tous en tout cas d'être venus. Je voudrais juste, si vous me permettez, d'avoir un remerciement tout particulier pour M. Larry Ben-Simon, qui est ici, qui est professeur au Conservatoire national d'arts et métiers, donc contrôle de gestion, comptabilité, je crois que c'était un peu... Oui, parce que moi j'étais, comme on disait à l'époque, chargé de TD pendant 10 ans aux arts et métiers dans la division interne. Ah bon, ben alors bon, donc je crois que vous n'êtes pas très éloigné. Mais en tout cas, je remercie ici Larry, avec qui j'entretiens de très bonnes relations. On a appris à se connaître, à pouvoir échanger. Et c'est vrai que c'est par son intermédiaire que nous avons pu aujourd'hui bénéficier d'un tel amphithéâtre. En tout cas, merci Larry, et c'était très sympathique de ta part. Voilà, merci beaucoup.